maintenant, on va passer plus aux biomatériaux. Alors, attendez. De toute façon, je crois que j'ai arrêté le partage, donc vous ne voyez pas. OK. Ouais, donc c'est une présentation pour tout vous dire qui va être utilisation des biomatériaux. Voilà. Donc, c'est une présentation qui va être peut-être un peu simpliste. Je sais pas, en fait. On verra. Vous me direz, vous hésitez, franchement, sur Zoom, c'est toujours un peu compliqué d'interagir, donc vous n'hésitez pas à interagir là-dessus. Donc la modélisation en fait des biomatériaux. Alors, je sais pas si je vous ai mis, elle est quand même pas mal mon illustration, parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes fait cette réflexion. Il y a des plantes qui sont quand même hyper costauds, hein, parce que vous pouvez mettre un béton comme c'est pas possible, bah, vous arrivez quand même à avoir de l'herbe qui arrive à passer à travers. Hein. Et quand vous regardez par exemple certaines orchidées ou des choses comme ça, là par contre c'est plus fragile, quoi. Donc dans le végétal, vous avez du solide et vous avez du fragile. Mais bon, clairement, c'était une illustration un petit peu de biomatériaux en formule très très simpliste. Euh, je vais commencer un petit peu par essayer d'introduire tout ça et définir quelques limites. Mais bon, vous allez voir, c'est pas un cours sur les biomatériaux, hein, parce que ça n'a pas la prétention. L'idée, c'est plutôt en fait de parler des différents défis de ça. Et puis, notamment, pourquoi faire de la modélisation, comment faire la modélisation, et puis comment essayer de simuler les trois partenaires, des surfaces, des nanoparticules, des matériaux amorphes, le milieu environnant, etc. etc. D'accord? Donc, vous n'hésitez pas à m'interrompre, je le répète là-dessus. Alors, c'est quoi un biomatériau? Alors, ça peut paraître un petit peu bébête, mais un biomatériau, ben, c'est… Attendez, je un biomatériau, en fait, c'est un terme qui est polysémique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un terme qui n'est pas bien défini encore aujourd'hui. Donc, j'ai pris une définition qui est la définition de la Société européenne des biomatériaux. C'est bien parce que c'est une définition qui, vous allez voir, qui est extrêmement large. Donc, c'est un matériau qui est conçu pour interagir avec des systèmes biologiques, qui participe à la constitution d'un dispositif à visée diagnostique ou à celle d'un substitut de tissu ou d'organes ou encore à celle d'un dispositif de suppléance fonctionnelle. Donc, voilà une définition. On va rentrer peut-être un petit peu là-dedans. Donc, dans les mots importants, donc vous avez système biologique. OK. Vous avez l'idée de dispositif à visée diagnostique ou de substitut de tissu ou d'organes ou encore suppléance fonctionnelle. Ça y est, j'ai mal placé le truc, mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça devait être dessus. D'accord? Donc, là-dessus, donc quelques exemples de biomatériaux simples. Ben, vous avez ce type de bandelette qu'on utilise pour savoir si c'est je sais pas si là c'est du diabète ou non, ça a l'air d'être plutôt pour savoir si on est enceinte ou pas. Vous avez évidemment le cœur artificiel, donc là on est vraiment sur du matériau. Vous avez des choses qui sont ici plutôt des stents. Donc les stents, je ne sais pas si vous connaissez ce système-là, c'est une espèce de ressorts en fait qui sont là pour élargir notamment quand vous avez des névropathies, enfin, pas rentrer dans ces termes-là, mais quand vous avez par exemple un caillot qui se forme dans une veine, eh bien, on va lui mettre à l'intérieur de ce tube-là, on va l'enlever et on va mettre un espèce de ressort hein, qui va être un espèce de cylindre à l'intérieur qui est comme ceci et qui donc va s'élargir et va permettre en fait de rétablir le flux sanguin par exemple à l'intérieur du corps. Voilà, ça peut être le flux sanguin, ça peut être un flux urinaire ou des choses comme ça. Donc c'est ce genre de choses qu'on utilise à l'intérieur. Alors vous avez ici, on rentre en fait dans tout ce qui est partie biocapteur. Alors les biocapteurs, hein, c'est un domaine énorme hein, en fait. Alors ici c'est un gen chip, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est une puce à ADN. Euh, alors là pour le coup, je pense que vous en avez aussi entendu parler. Vous avez d'autres choses, hein, c'est la fameuse protège de tête de fût. Là, c'est
une prothèse de tête de fémur qui est faite comment ça s'appelle ça, en type d'alliage. Et puis, vous avez par exemple ce genre de choses qui est l'implant cochléaire. Donc, l'implant cochléaire, c'est vraiment une espèce de petite machine en fait, qu'on va placer à l'intérieur de la cochlée de façon à rendre, éviter la surdité pour certaines personnes. D'accord. Donc, tout ça, ça rentre dans le terme de biomatériaux. Alors, donc c'est évidemment très intéressant. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'intérêt sur ce genre de choses. Euh, Évidemment, c'est un domaine qui est en plein essor. À titre d'indication, aujourd'hui, dans les demandes d'autorisation de mise sur le marché de composés pharmaceutiques, en fait, la moitié maintenant, aujourd'hui, c'est des biomatériaux. Donc, c'est vraiment un domaine qui explose à l'heure actuelle. Il va un petit peu dans tous les sens, mais c'est vraiment quelque chose d'important là-dessus. Alors, par contre, il y a des problèmes à ça. Alors, moi, je ne vois pas mon titre. Vous le voyez, je pense, mon titre. Donc, je pense que ça doit être problème dans les biomatériaux. En fait, c'est un coup de pas de bol, hein. En fait, vous cumulez deux problèmes. Vous cumulez les problèmes des matériaux et les problèmes des molécules biologiques. Alors, c'est quoi les problèmes des matériaux? C'est la corrosion des métaux, le vieillissement des plastiques, la détérioration mécanique. On voit ça notamment sur une prothèse de hanche ou des choses comme ça. Au bout d'un moment, vous avez beau vous mettre des matériaux qui sont solides, au bout d'un moment, ça peut péter, ça peut casser. Donc, vous pouvez avoir ce genre de problème. D'accord? Vous pouvez avoir, alors ça c'est quelque chose de vraiment embêtant, c'est les réactions inflammatoires, les allergies, les toxicités. Et donc ça c'est des choses qui sont assez embêtantes là-dessus. Je ne sais pas si j'ai une autre illustration. Notamment sur les réactions inflammatoires. Alors une réaction inflammatoire c'est quoi? C'est souvent, on va prendre ça dans un terme par exemple d'allergie. C'est souvent l'allergie, c'est qu'en fait le corps voit un composé exogène, il pense que c'est une infection et donc il va faire réagir dessus une réponse immunitaire. Généralement, c'est des histamines et donc c'est ça qui va créer une certaine allergie. Ça peut être très embêtant et on a notamment des toxicités qui aujourd'hui sont un peu particulières, c'est notamment les toxicités à taille nanométrique. Alors je vous dis ça comme ça, c'est parce que l'or, par exemple, hein, l'or AU, pas si vous le savez, mais c'est des composés qui sont vraiment très inertes en termes de toxicité. On le voit quand vous allez acheter de la pâtisserie. Si vous achetez de la pâtisserie de bonne qualité, on va dire ça comme ça, on met des fois des feuilles d'or sur du chocolat ou des gâteaux, des choses comme ça. Et puis, même, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là d'un footballeur, pour ne pas le citer, c'était Franck Ribéry, qui avait mangé pour 6 000 € une côte de bœuf complètement recouverte d'or. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, parce que ça avait fait un peu de scandale vu le prix. En fait, à partir du moment où vous mangez de l'or comme ça pose aucun problème. C'est juste, voilà, il n'y a pas de toxicité. Par contre, si vous prenez de l'or à une taille, cette fois-ci, qui est une taille très faible, une taille nanométrique, et on a ça avec les nanoparticules, là, vous avez des phénomènes de toxicité qui sont très, très embêtants. D'accord? Donc ça, c'est un problème aussi qui n'est pas encore complètement élucidé, mais vous savez qu'il y a des grandes questions qui se posent, et à mon sens, qui se posent au bon moment. Puisqu'on est en train de faire des nanomatériaux, ce serait peut-être bien de savoir si les nanomatériaux ils sont toxiques ou pas toxiques. La réponse, c'est que ça dépendra des nanomatériaux, évidemment. Mais en tout cas, c'est des bonnes questions et c'est une bonne façon d'appréhender ce genre de choses. Alors ensuite, l'autre chose à savoir, c'est que dans des fluides biologiques, les nanoparticules, en fait, très rapidement, ou les surfaces, ça va être recouvert de protéines. C'est ce qu'on va appeler les coronas, des protéines là-dessus. Alors, ces protéines, le fait que quand on met une surface, vous avez des protéines qui se mettent dessus, ça peut être un bien comme ça peut être un mal. Mais souvent, le problème, c'est que ces protéines, ces surfaces, ça permet la formation de biofilms bactériens. Ça, on a des gros problèmes avec notamment les gens qui ont des implants. Alors, vous avez ça de l'implant dentaire jusqu'au hanche en plastique, mais également quand vous mettez un cathéter, vous savez, pour une perfusion, on a la formation de biofilms bactériens avec notamment le staphylocoque doré qui rentre et qui utilise justement les parois, en fait, les parois minérales, les parois inorganiques, pour réaliser de l'infection. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on a. D'accord? Donc ça, c'est des soucis qu'on a, c'est des soucis vraiment embêtants qu'on peut avoir.
quand on utilise donc des biomatériaux. Okay. On a d'autres propriétés qui peuvent être assez embêtantes. Je vous en donne une simple. Si vous imaginez par exemple, je pense notamment aux gens qui sont sur le Chent, quand on fait des nanoparticules d'or, par exemple, avec une volonté d'utiliser des phénomènes de résonance plasmonique ou des phénomènes d'irradiation de la nanoparticule, un coup que vous l'aurez dans le sang, la nanoparticule, en fait, vous verrez même quasiment plus l'or, tellement les protéines se seront agglutinées dessus. Du coup, vous allez avoir un problème, c'est que comme votre protéine va être agglutinée autour de la nanoparticule, eh bien, vous risquez de ne plus avoir vous risquez de plus pouvoir accéder aux propriétés intrinsèques de la nanoparticule magnétique. Un exemple très simple, vous vous embêtez à faire des super nanoparticules en Janus, machin, etc., avec des propriétés magnétiques qui vont vous intéresser. Donc, vous avez géré bien la partie inorganique, la partie synthèse des nanoparticules. Vous la mettez dans un fluide biologique, du coup, vous n'arrivez même plus à atteindre ces propriétés magnétiques que vous pourriez avoir. D'accord? Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut aujourd'hui agir parce que on voit que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pouvait espérer. Moi, j'ai mis un dernier défaut sur ces choses-là, un dernier problème, ce sont les biocapteurs. Donc, l'idée des biocapteurs, c'est assez simpliste, hein. C'est souvent d'utiliser la spécificité des biomolécules, cette fois-ci pour en faire un objet d'étude d'analytique. D'accord? Mais pour ça, il faut souvent immobiliser soit l'analyte, soit immobiliser le récepteur sur une surface. Et généralement, quand on fait ça, on voit l'affinité en fait qui décroît, voire même disparaître, ce qui peut être un problème. Donc, dans tous ces cas-là, dans toutes ces problématiques, ça nécessite de comprendre, au bout d'un moment, comment se réalise, et c'est ça qui est les choses importantes, c'est cette interface entre le matériau et la biomolécule. D'accord? Et alors, sur cette interface entre les matériaux et la biomolécule, on a un problème, c'est que les informations expérimentales, eh bien, elles sont très difficiles, elles sont très, très, très difficiles pour accéder à ces informations. C'est-à-dire que si on prend une méthode comme l'XPS, par exemple, si vous mettez une nanoparticule que vous mettez, qui a de la protéine, par exemple, dessus, vous passez ça en XPS, la seule chose que va vous dire l'XPS, c'est que finalement, sur votre nanoparticule, vous avez du carbone, de l'azote, mais ça ne vous dira pas comment est positionnée la protéine sur cette surface. D'accord? Donc, en fait, il y a beaucoup d'informations qu'on va perdre à étudier en fait, expérimentalement. On aura très peu d'informations là-dessus. Et c'est là-dessus où nous, on arrive en Superman. Vous avez vu l'allusion. Parce que la modélisation, pour le coup, c'est une approche qui est séduisante en fait, pour étudier cette interface biomolécule. Parce que justement, il y a très peu de possibilités de le faire autrement. D'accord? Alors, avant de parler un petit peu méthode, je passe un petit message juste. Ah ben, excusez-moi, j'arrivais pas à remettre le son, ce qui était un petit peu embêtant. Ouais, c'est bon. Donc, on va travailler en fait sur ces systèmes et on va chercher à les modéliser. D'accord? Alors, au vu de la taille des systèmes, on va faire principalement de la mécanique moléculaire associée à la dynamique moléculaire, donc vous connaissez un petit peu les méthodes, mais aussi un petit peu de quantique, notamment pour faire du paramétrage. Alors, on va avoir trois partenaires à maîtriser. La biomolécule, notamment. Donc, on va faire, parce qu'une biomolécule, c'est des molécules qui sont particulièrement flexibles, donc il faudra faire de l'exploration conformationnelle. Il faudra gérer le matériau, donc c'est soit une surface, soit une nanoparticule. Et il faudra aussi gérer le milieu, c'est-à-dire le solvant, la force ionique, la température, etc. D'accord? C'est ce genre de choses qu'il va falloir gérer. Et donc, on va commencer à parler plutôt du matériau.
avec une petite citation de Wolfgang Pauli qui disait que God made the bulk, surfaces were invented by the devil. Donc, effectivement, on a un petit problème en fait au sein d'un matériau, au sein d'une surface cristalline, enfin au sein d'un cristal, quand on est à l'intérieur d'un système, eh bien, tous les atomes ont autant de voisins qu'on a. Et je pense qu'on s'est tous fait la réflexion dès qu'on a vu la maille CFC du NaCl, hein, parce que c'est souvent la première qu'on fait. On se dit, bah ouais, effectivement, chaque Na+, bah, il voit autant de Cl- autour de lui. Mais la question qui se pose et qui est intéressante, la question qui se pose, c'est évidemment, on se pose tout, on dit, bah oui, mais quand on arrive au bord, il en faut bien des molécules de bord. C'est là où on arrive sur ces surfaces. Et c'est sur surface, eh bien souvent, on a beaucoup moins de voisins. Et donc, par exemple, dans l'or, donc un atome d'or, il a 12 voisins, mais les atomes de première couche bah, vont avoir beaucoup moins de voisins. Et donc, si vous êtes sur la face AU111, hein, vous êtes sur sa face, en fait, vous avez 9 voisins. Si vous êtes sur la face 100, vous en avez 8. Et si vous êtes sur les coins entre ces deux faces, vous n'avez que 7 voisins. Et sur certains coins, vous allez vous retrouver, au contraire, avec juste 6 voisins. Ce qui fait que ça sera sur ces coins, hein, sur ces choses-là, c'est souvent là que vous allez avoir le plus de réactivité là-dessus, parce que bah, vous aurez moins de valence. Et ça va être un petit peu problématique, notamment au niveau de la simulation, parce que ça veut dire des types d'atomes qui vont être différents. C'est-à-dire que l'atome qui est au centre de bulk n'est pas le même que celui qui va être sur les coins des nanoparticules. D'accord? Alors, au niveau de la mécanique moléculaire, en fait, il va falloir définir les atomes de surface dans un réseau de liaisons covalentes. Donc, c'est un petit peu technique. Je vais zapper un petit peu ça. Donc, simplement, parce que c'est un travail qu'on avait publié et qu'on avait fait notamment avec Mahamadou, une des principales difficultés, ça réside en fait sur l'électrostatique. Donc, sur l'électrostatique, en fait, on se rend compte que sur un système à 4 couches d'or, d'accord, donc vous avez une première couche d'atomes d'or ici, une deuxième couche d'atomes d'or, troisième couche d'atomes d'or et quatrième couche d'atomes d'or. Et en fait, les atomes d'or de la surface qui sont là, ils sont globalement comme on leur a coupé des liaisons, ils sont globalement un petit peu négatifs, donc avec des charges à moins 0,02. Alors que si vous regardez les autres qui sont en regard, ils sont plutôt plus 0,02 et ceux qui sont à l'extérieur de la deuxième couche, ils sont moins 0,02 aussi. Alors, ça peut paraître rien, parce que ce n'est pas beaucoup en termes de charge atomique partielle, mais vu que c'est reproduit sur l'ensemble des atomes, là, ça crée une surface qui, globalement, est un tout petit peu négative. Et ça va avoir de l'importance, notamment au niveau de l'interaction avec d'autres composés. D'accord? L'autre difficulté, alors, c'est de déterminer d'autres effets. Donc là, si je vous dis ça, c'est parce que c'est pour la partie paramétrisation d'effets dispersifs. Je vous ai donné donc un exemple. Je vais vous donner un exemple qu'on a fait avec Éric Brémond notamment sur un paramétrage d'interaction de Van der Waals, donc par une approche de quantique. Alors comment on fait ça? D'ailleurs, c'est tout bête. On prend donc c'est cette illustration qui est là. Donc en quantique, on va calculer donc avec cette approche-là, qui est une approche très précise, d'accord? Avec une approche très précise, on va calculer l'interaction d'une molécule d'eau qui s'approche d'une pseudo petite surface de graphite. Alors là, évidemment, en termes de surface, c'est très 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 petit. Mais on va calculer ça à l'état quantique, c'est-à-dire qu'on va se placer à ce point-là, à ce point-là, à ce point-là. C'est ce qu'on fait, cette espèce de yo-yo. Et à chaque point, on calcule l'énergie. On va obtenir la courbe qui est en bleu ici. D'accord? Si on refait la même chose en mécanique moléculaire, d'accord, sans précaution, sans changer quoi que ce soit, on va avoir la courbe qui est rouge, qui est ici. Et alors, l'avantage de la mécanique moléculaire, c'est qu'on peut modifier un petit peu assez facilement les paramètres. Je vous assure que ce n'est pas compliqué du tout. Et en modifiant un petit peu ces paramètres, eh bien, on arrive en fait à changer la forme du potentiel pour se retrouver sur ce qui s'appelle mécanique moléculaire modifiée, pour se retrouver ici et avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche de la partie QM là-dessus. Alors, comment on prouve ça? Comment on prouve que c'est bon? Ben, on va faire une approche qui est assez rigolote, je trouve. C'est la détermination d'angle de contact. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous avez ici une goutte d'eau. Alors, ce n'est pas une vraie goutte d'eau, hein, c'est moi qui l'ai fait. Hein. En fait, je ne sais pas, je dois y avoir à peu près 5000 molécules d'eau. Bien, hein, 5000 ou des 1000, je ne sais plus. Donc, il y a pas mal de molécules d'eau. On les forme sous forme de petites sphères. Et puis, on va les placer sur une surface de graphite. Et on va lancer une dynamique moléculaire, classiquement. Et alors, à gauche, vous allez voir, donc c'est sans la modification. Et à droite, c'est avec la modification. Donc, on fait ces deux trucs. Vous allez voir comment ça bouge. Donc, on voit en fait le système se former. Et si vous regardez un petit peu ici, vous voyez que l'angle de contact est beaucoup plus hydrophile sur cette partie-là que sur cette partie-là, qui paraît beaucoup plus hydrophobe dans ce cadre-là. D'accord? Donc, on voit bien qu'on a… Ouais, c'est un truc qui tourne en boucle. Hein. Donc, on voit bien qu'on a quelque chose qui n'est pas très correct à ce niveau-là par rapport à ça. Et alors, évidemment, avec quelques petites formules de maths, on peut calculer donc l'angle de contact. Il y a plusieurs méthodes qui existent pour calculer l'angle de contact. D'une façon générale, on a ces deux équations-là. Donc, soit quand vous êtes sur une surface hydrophile, soit vous êtes sur une surface hydrophobe. C'est très simple. Hein. Quand la hauteur entre la surface et le haut de la molécule de la goutte d'eau, quand la hauteur est supérieure au rayon, eh bien, du coup, vous pouvez utiliser cette formule-là. Si au contraire, la hauteur est inférieure au rayon, vous utilisez cette formule-là. Et donc, avec cette représentation de goutte d'eau que vous avez faite ici, on fait une espèce de fil circulaire comme ça. On calcule comme ça un angle de contact donc, qui est calculé par dynamique moléculaire à 98 degrés. Et expérimentalement, vous le trouvez à 95 degrés plus ou moins 5. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est pour vous expliquer comment on fait pour paramétrer en champ de force, pour paramétrer, j'ai un peu trop vite, pour paramétrer en champ de force, en fait, ces aspects de mécanique moléculaire et donc ces aspects de système. D'accord? Donc ça, c'est pour tout ce qui est partie surface. Pour la partie nanoparticule, pour la partie nanoparticule, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que en fait, on ne sait jamais vraiment quelle est la géométrie d'une nanoparticule. Ce n'est pas très évident. Alors, il y a des questions qui se posent avec notamment ce qu'on appelle des constructions de Wulff. Donc, c'est ce qui a à voir avec ce genre de choses qui est là. Donc, en fonction d'une taille d'un objet, en fonction des différentes énergies de surface, on a un logiciel qui nous permet en fait de prédire quel type de nanoparticules vous avez. Mais de vous à moi, en fait, la réalité de la vie et la réalité de l'expérimental, c'est qu'en fait, on a un mélange de tout ça. On a un mélange de ces différentes nanoparticules qu'on va avoir. D'accord? Et puis, on a d'autres façons d'appréhender ça. On a une façon d'appréhender ça beaucoup plus simpliste, c'est-à-dire envisager uniquement le rayon et donc une nanoparticule très simple, euh, nanoparticule ici, sphérique, pure. D'accord? Donc, on peut créer ce genre de choses sur ce genre de trucs et ce genre de trucs. Et actuellement, là, on a un thésard qui nous vient des États-Unis qui travaille justement chez nous sur ce type de sujet, en collaboration avec Myriana et Madi, sur ce type de construction en fait, pour obtenir des nanoparticules. Donc, c'est des choses qui sont encore aujourd'hui, qu'on développe encore aujourd'hui au laboratoire de façon à simuler en fait ce type d'objet. Alors, ça va pour continuer là? Attendez, j'ai ma femme qui me parle. Hop là. D'accord. Vous pouvez parler un petit peu plus doucement, s'il vous plaît? Ouais, merci. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, il y a d'autres questions qui se posent, c'est pour les matériaux amorphes. Alors là, c'est le matériau amorphe, si vous voulez, pour quelqu'un qui fait de la modélisation moléculaire, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour lui, parce que par définition, quand on fait de la modélisation, on sait précisément où chaque atome. C'est difficile à faire. Mais il y a quand même des choses qui sont assez rigolotes, je trouve, à présenter. C'est notamment une présentation ici que je fais, qui est là, qui est finalement comment on pourrait faire, comment on peut faire des matériaux amorphes, notamment comme de la silice, c'est-à-dire du verre. Ici, c'est du SiO2. Bien, la méthode est assez simple. En fait, on part du quartz alpha, et on fait du recuit simulé. Alors, si je dis recuit simulé, c'est parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, vous avez vu ce que c'était que le recuit. C'est-à-dire qu'on chauffe et ensuite on refroidit
plus ou moins brutalement, en fait, vos composés. Et par dynamique moléculaire, donc dynamique moléculaire, eh bien, en fait, on passe à une température, on va chauffer vers les 10 000 Kelvin, souvent, ce qu'on fait. Donc, en termes de chauffe, hein, par rapport à du recuit, on y va fort. Hein. Et puis ensuite, on refroidit jusqu'à 300 Kelvin en quelques picosecondes. Et comme ça, on arrive à obtenir des surfaces qui représentent en fait des surfaces plus ou moins amorphes et d'autres types de surfaces là-dessus. À partir du moment où on va avoir ces surfaces de silice, eh bien, on va pouvoir ensuite, c'est ce qui est présenté au milieu, eh bien, étudier différentes interactions, notamment avec différentes protéines sur ce genre de choses. D'accord? Donc, c'est possible, en fait, pourquoi j'ai mis ça comme illustration, c'est parce que je pense que c'est intéressant pour vous que finalement, des techniques de manipulation de matériaux comme le recuit, je pense que vous connaissez ce type de choses, on peut faire le même en faisant ce qu'on appelle les recuits simulés cette fois-ci. Donc, vous chauffez, vous refroidissez, on le fait, mais cette fois-ci avec un ordinateur. C'est vrai qu'avec un ordinateur en dynamique moléculaire, en fait, on peut tout à fait chauffer vos dynamiques moléculaires et créer ce genre de protocole. OK. Alors, un autre exemple de matériau amorphe qu'on a fait, donc c'est un papier qu'on a publié cette année avec des collègues, c'était un polymère à empreinte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe des polymères à empreinte. En fait, on met, donc c'est l'antigène prostatique. L'antigène prostatique, en fait, c'est un marqueur pour le cancer de la prostate, donc un cancer uniquement masculin, enfin à 99,9% masculin. Il peut arriver sur certaines conditions avec la prostate féminine qui est petite, enfin, qui normalement n'existe plus, mais bon, bref, arrêter la discussion là-dessus, d'intérêt. Bref, la détection du cancer de la prostate, c'est toujours quelque chose de problématique. Et donc, l'idée, en fait, c'est de faire un polymère qui est capable, eh bien, tout simplement, qui est capable de détecter, en fait, cette protéine. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un plastique. Dans le plastique, vous faites croître dans le plastique la protéine qui est dedans. Et si vous avez la protéine qui est dedans, en chauffant ou en enlevant avec des situations saturantes de KCl, on arrive à décrocher ces protéines. Du coup, vous allez faire de l'espèce de gruyère. Enfin, vous pouvez me dire si vous avez entendu parler de polymère à empreinte ou pas? Parce que là, Non. non? Ouais. Vraiment. Ok. Alors, un polymère à empreinte, ouais, c'est pareil, c'est des trucs qui sont très à la mode. Vous avez donc, par exemple, je fais ça avec une protéine. Donc, vous avez une protéine, vous faites croître un polymère comme ça. Et donc, après, vous enlevez les protéines et donc, du coup, bah, vous avez un espèce de gruyère. Ah, c'est aussi bête que ça. Hein. Vous avez un espèce de gruyère. Et donc, après, quand vous remettrez des protéines libres en solution, ils vont aller, avec un petit peu de chance, ils vont se retrouver dans les trous. D'accord? Et ils vont rentrer dans ces trous-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt pas mal. Mais le problème qu'on a, c'est comment optimiser ce genre de choses. Hein, et comment optimiser ce genre de choses, ben, ce n'est pas évident à faire. Et pour tout vous dire, du côté des polymères, au bout d'un moment, un coup qu'on a testé tous les polymères possibles et imaginables, on n'a plus trop d'idées. Et c'est là où avoir une approche plus rationnelle, où on va regarder la structure, c'est là où on va avoir un petit peu d'intérêt dans ce cadre-là. Donc ici, on est sur des matériaux, cette fois-ci, qui sont des matériaux plutôt polymères. Donc on a des polymères de polypyrrole, donc des choses comme ça. Déjà, par définition, sur ces polymères de polypyrrole, vous pouvez avoir deux conformations différentes. Cette conformation, vous avez les deux azotes qui sont plus écartés, ou cette conformation, vous avez les deux azotes qui sont plus l'un à côté de l'autre. D'accord? Celle-là est moins stable que celle-là. D'accord? Mais la différence d'énergie, elle est vraiment pas énorme. Alors, elle est calculée à un niveau assez intéressant en termes de théorie. Elle est à plus ou moins, elle est à 1,44 kcal. D'accord? Et donc, en utilisant cette information et en connaissant le volume optimal qu'il nous faut pour créer ce polymère autour de cette protéine, eh bien, on applique une statistique de Boltzmann en disant qu'il nous faut 2283 conformères trans, donc en gris, voilà,
Ça, c'est le trans. Et 226, 6. Le 6. D'accord? Donc, à partir de là, eh ben, on crée ce genre de boîte-là. Alors, c'est peut-être pas très clair pour vous, mais en fait, on crée ce genre de boîte. On le fait avec des méthodes qui sont comme les méthodes de solvatation. Et à l'intérieur de cette boîte-là, vous avez au milieu, vous avez la protéine. Protéine au milieu. OK. Donc, la protéine est au milieu. Et en fait, on va faire des coupes de plans. Donc, ici, vous avez les plans de coupe dans ces directions-là. Et en fonction des coupes de plans, eh bien, vous allez obtenir des espèces de monomères qui sont représentés ici, avec la protéine à chaque fois et une surface comme ça. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ça en solution. Donc, alors, vous voyez certainement pas bien, puis en plus avec le partage, ça marche peut-être pas très très bien. Mais ici, vous avez plein de petits points là. En fait, c'est les molécules d'eau qu'il y a à l'intérieur. Et donc, vous avez le polymère qui bouge un peu, hein, ça c'est la partie polymère, donc c'est des systèmes amorphes mais qui bougent aussi, évidemment. Et vous avez la protéine à l'intérieur, donc on rajoute l'eau, on rajoute l'ion, on fait des dynamiques sur une centaine de nanosecondes et on détermine comme ça l'orientation la plus stable, c'est-à-dire l'orientation qu'il va falloir présenter pour être sûr d'avoir le meilleur polymère à empreinte. C'est MIP en fait pour moléculaire molecular imprinted polymère. Et donc, c'est quelque chose donc, qui était à l'époque, oui, que je vous l'ai écrit, qui était soumis. Non, il n'est pas soumis, il est accepté. Il est de 2020. Il est en 2020. Vous pourrez retrouver ce truc-là. C'est un joli travail qu'on avait fait en collaboration. Donc, ça marche. Et puis en plus, c'est utile justement pour essayer de représenter ce genre de choses. D'accord? Donc là, c'était plutôt l'aspect, hop là, je vais revenir un petit peu en arrière, excusez-moi. Donc là, c'était plutôt l'aspect interaction, comment on peut bien modéliser cette fois-ci le côté matériaux. Maintenant, il faut modéliser un petit peu ce côté, vous avez commencé à le voir, ce côté solvant, ion, etc. Alors, pourquoi ça a de l'intérêt? Ça a de l'intérêt parce que si vous regardez un petit peu votre surface, et si autour d'une surface d'or, en fait, vous avez de l'eau justement ici qui est organisée. Et cette eau-là, elle a une structure qu'on appelle structure de glace, donc de la couche de solvatation. C'est quelque chose qui est expérimentalement démontré. Et puis, en fait, on se rend compte que bien, il va falloir, comme on avait vu auparavant sur le cours précédent, il va falloir décocher ces molécules d'eau qu'il y a à la surface parce que c'est des molécules d'eau qui sont en interaction et justement pour gagner en fait sur cet aspect anthropique comme on a parlé auparavant. Et c'est ça qui va être aussi un moteur eh bien, de l'interaction. Donc en fait, la première approche d'une biomolécule, ici c'est une toute petite protéine, c'est justement de s'approcher ces premières couches, de décrocher une ou deux molécules d'eau, puis continuer comme ça à décrocher l'ensemble des molécules d'eau sur ce genre de choses. D'accord? Et donc, ça, c'est un travail aussi dont la publication est en cours, plutôt un travail un petit peu théorique, justement, où on décroche et où on essaye de représenter ces solvatations, ce positionnement du réseau de molécules d'eau, qui est vraiment essentiel, justement, pour structurer des surfaces et aller un petit peu plus loin sur la structuration de surface. Je ne vais pas vous montrer la vidéo 4 fois, je l'aime bien, mais peut-être arrêter là-dessus. Et enfin, autre système qui est intéressant, c'est sur les ions. Parce que les ions, ils ont un rôle prépondérant dans les dispositifs, notamment ici, c'est le rôle d'un biocapteur ARN, en fait, qui perd une partie de son affinité lorsqu'il est greffé sur une SAM. Et donc, les SAM, alors c'est ça, je pense que vous connaissez, c'est self-organize, non, self-auto-assemble, bon, c'est surface, c'est les surfaces auto-assemblées, voilà. Plus en tête le nom précis, mais bon, l'idée c'est ça. Donc on se rendait compte ici sur un système où vous avez de l'or ici, vous avez une surface qui est là et vous avez une biomolécule donc qui est ici, qui est un ARN. Eh bien, on se rend compte en fait que eh bien, vous avez des positionnements d'ions et des positionnements d'ions ici qui en fait eh bien, sont pas positionnés de façon exactement pareille suivant qu'ils sont positionnés, suivant que vous êtes au-dessus ou en dessous ici. En d'autres termes, ça se transforme en des zones
qu'on repère qui ont faible mobilité ionique et des zones à forte mobilité ionique. Et ça, ça c'est ni plus ni moins que de l'expression de ce qu'on va appeler une capacitance. Alors, je vous renvoie, je ne sais pas si c'est Vincent Noël ou Benoît Pirot qui vous fait ces cours-là. Vous avez eu des cours avec ça, avec de Vincent Noël ou Benoît Pirot, non? Capacitif, on a eu l'année passée avec Monsieur Hyacinthe. D'accord, ok. Et vous avez vu, si je vous parle de termes égaux-fait, ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, les transistors à 3 électrodes efficaces. Voilà, c'est ça, avec un drain, avec une source, le drain et puis Oui, la ça, grille. avec Monsieur Perrault plutôt. Voilà, ok. Donc ça, c'est aussi des choses, alors c'est des choses aussi qu'on modélise de plus en plus justement parce que on est sur du très fin, et, notamment avec Vincent Noël et Benoît Piron. Actuellement, je co-encadre un thésard qui travaille justement sur ce sujet-là. Et on essaye de plus en plus à faire des dispositifs de plus en plus proches au niveau moléculaire. Et dans ce cadre-là, la modélisation, justement, en visualisant les choses, ou en permettant une certaine prédiction, quand c'est possible, hein, ça permet justement un aller-retour et pouvoir faire des choses assez intéressantes dans ce cadre-là. Donc, c'est ce genre de choses aussi qu'on fait en collaboration là-dessus. Et donc, le dernier point qu'il fallait voir, c'était plutôt l'exploration conformationnelle en fait sur des biomolécules. Alors, cette fois-ci, on s'intéresse plutôt à la biomolécule parce qu'en fait, il peut y avoir, du fait de l'adhésion, il peut y avoir plein de phénomènes différents. D'abord, vous pouvez, alors fold en anglais, ça veut dire replier, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez partir d'un système bien replié et puis vous placer bien replié sur la surface. Vous pouvez partir d'un système bien replié et puis vous retrouvez replié de façon différente sur la surface. Vous pouvez partir d'un système bien replié, vous trouvez complètement déplié sur la surface. Et au contraire, vous pouvez partir d'un système complètement déplié et vous retrouvez plié sur la surface. Alors, ça a de l'importance, ça, vous savez pourquoi? C'est pour Alzheimer. Alors, l'Alzheimer, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est une maladie des plaques d'amyloïdes. En fait, vous avez des structures qui sont complètement dépliées et puis, pour des raisons qu'on ne comprend pas, ils font des plaques. Et le fait de se retrouver proche des plaques, ça se génère et ça recrée une espèce de plaque. Et à l'intérieur du cerveau, en fait, ça finit par faire des précipités à l'intérieur des neurones. C'est aussi simple que ça. Et ça vous fait éclater les neurones du cerveau. Et donc, c'est ça qui vous fait perdre vos capacités cognitives, surtout si vous en aviez, parce qu'il y a des personnes qui n'en ont pas tellement à perdre, mais bon, pour ceux qui en ont, ça fait perdre et ça crée ces phénomènes d'Alzheimer qui sont très, très, très difficiles en fait à étudier. Et on a beaucoup de mal à faire des médicaments et à comprendre ces phénomènes-là. Ces phénomènes-là, contrairement à ce qu'on pense, ça peut paraître être de la pharma, ça peut paraître être de la médecine, mais en fait, qu'on va avoir besoin dans le futur, puisque c'est des plaques, puisque finalement c'est des biomatériaux, c'est l'information plutôt côté biomatériaux et plutôt cette jonction en fait que vous commencez à appréhender entre à la fois un peu de bio, à la fois un peu de matériaux, à la fois de la chimie et des choses comme ça. Parce que c'est, à mon avis, c'est ce type de piste qu'il faudra désormais élucider en fait pour pouvoir appréhender et faire des choses intéressantes là-dessus. Sans parler de vectorisation de capteurs, etc. etc. D'accord ? Donc, je vous assure, ces phénomènes-là, ça peut avoir vraiment des problèmes. Donc, dans le problème de l'Alzheimer, c'est que comme la protéine, elle est défoldée, quand elle est en interaction sur la surface, pour le coup, eh bien, elle prend une autre structure. Et comme elle a une autre structure, du coup, elle est plus reconnue par les autres protéines, par les enzymes. C'est-à-dire que les enzymes, vous savez, de temps en temps, ça digère des choses. Quand vous avez exprimé trop de trucs, ça le bouffe, ça digère. Là, du coup, comme ce n'est pas la même structure pour la protéine, c'est pas reconnaissable, c'est plus la même chose. Si c'est plus la même chose, il n'y touche pas. Du coup, ça s'accumule au sein des neurones, ça fait ces plaques, ça continue à s'accumuler. Et pour le coup, ça finit, je vous dis, par vous éclater les neurones, ce qui est quand même un problème. D'accord? Donc, ce genre de choses, là aussi, en modélisation, on va étudier ça, on va regarder ce genre de choses sur de l'exploration conformationnelle. Un exemple que j'avais mis, c'était sur une structure très très simple. Vous savez, quand on met une protéine au-dessus d'une surface et qu'on lance des dynamiques moléculaires, il y a une bonne question qui se pose. Il dit, oui, mais si j'avais positionné les choses, le point de départ différemment, est-ce que je serais arrivé au même moment quand on voit l'adhésion se former?
Donc là, c'était un système qui a été fait. Donc on est à 20 angström de la surface de départ, d'accord? Et on teste 6 orientations, comme un dé, d'accord? Comme un dé. Ouais, je ne sais pas pourquoi je m'amuse à dessiner un dé. Ok. Je suis très en verve aujourd'hui sur le dessin. On fait 6 orientations de départ. Et ce qui était très intéressant sur ces 6 orientations de départ, eh bien, on trouve une interaction, une structure d'interaction en tout cas, qui démarre et qui est forcément presque toujours la même chose. C'est-à-dire que vous partez d'une structure de départ complètement différente, on lance des dynamiques et des systèmes complètement différents, et à la fin, le mode d'interaction, il est unique. Ce qui prouve quand même aussi que ce n'est pas des phénomènes aussi basiques que le truc qui tombe dessus et puis il n'a rien à faire. Il y a bien des phénomènes de reconnaissance, y compris avec des systèmes aussi plats que ça. Donc tout ça pour vous dire que c'est beaucoup, on commence à élucider, c'est pareil, ça c'est une publication qui est en cours, et on commence à se rendre compte que ces phénomènes qui au début on pensait que c'était des choses très rustres avec une protéine qui se couchait dessus parce qu'elle rencontrait la surface, ben non, il y a des phénomènes de reconnaissance qui se voient, et donc il y a plein de choses encore à élucider dans l'avenir pour comprendre tous ces phénomènes. Alors, on essaye des méthodes. Actuellement, on développe un logiciel de docking carrément pour essayer de prouver, eh bien, bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails là-dessus, pour essayer de prouver comment on peut positionner au mieux, calculer au mieux l'énergie d'interaction entre une protéine et une surface, par exemple. Vous voyez, c'est des choses qui sont en développement aujourd'hui encore sur des sujets chauds. Là, je crois que j'arrive sur des perspectives. En fait, moi, je ne vois pas le titre. C'est perspectives qu'il y a écrit, je pense. Ouais. Alors, donc la modélisation donc à l'interface, en fait, c'est un phénomène qui débute, d'accord? Alors pourquoi ça débute? Parce que sincèrement, il y a des années de ça, c'était impossible à faire. Donc il a fallu avoir des progrès techniques en numérique notamment qui n'étaient pas possibles à faire. Donc ça nécessite très généralement de réaliser des études du quantique au mécanique moléculaire sur des systèmes multi-échelles. Alors sur les systèmes multi-échelles, même du QMMM, sur ces méthodes hybrides, c'est des choses qu'on fait nous au laboratoire. À titre d'indication, les personnes qui ont développé ça, ils ont eu le prix Nobel en 2013. D'accord, le prix Nobel de chimie pour Harry Schell, Michael Lewitt et puis Martin Karplus. Donc, c'est des choses qui sont très récentes en termes de science. D'accord. Alors, sur l'échelle atomique, c'est sans doute pas toujours suffisant, donc il faut aller sur des échelles gros grains quelquefois. Il y a de la modélisation de toxicité à faire aujourd'hui qui est vraiment problématique là-dessus. Et puis, il y a surtout besoin de faire des allers-retours avec l'expérience parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre justement sur ce dialogue expérimental et théorique dans ce cadre-là. Avec un objectif, donc là c'est un peu de la pub, c'est être utile avec cette illustration. C'est pas parce que vous avez quelque chose d'unique que c'est quelque chose d'utile. C'est vrai que vous imaginez bien que cette hache en bois, je ne sais pas si vous voyez que c'est une hache en bois, bah, c'est joli, mais en même temps, dès que vous allez taper dessus, ça va se casser, quoi. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. D'accord. Donc être utile, c'est vraiment essayer d'avoir cet aller-retour avec l'expérience. La modélisation moléculaire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je voudrais vraiment que vous gardiez ça en tête, c'est vraiment utile, mais ça ne génère que des modèles. D'accord? Ça ne génère que des modèles. Donc, si vous voulez donner du sens à ce que vous faites, vous avez tout intérêt à faire des collaborations avec des collègues, à comprendre quelles sont les difficultés de chacun. Et puis, en faisant ça, on arrive comme ça, en tout cas, c'est ce qu'on fait dans notre équipe, on arrive comme ça à avoir des choses importantes et à avoir des interactions fortes avec l'expérimental et à avoir de vraies utilités et des vraies reconnaissances dans ce cadre-là. D'accord? Alors, voilà, donc je ne vais pas me cacher, hein, c'était une présentation que j'avais faite dans le cadre d'une conférence sur les défis de la modélisation, présenter les personnes de l'équipe. Vous savez, à la fin, on fait toujours les remerciements avec ceux qui nous financent, donc que ce soit les ANR, le LABEX, le Grand Équipement National pour le calcul informatique, l'INSERM qui nous donne un petit peu d'argent, le CNAM aussi, et puis un GDR qui nous donne de l'argent. Si vous venez en stage, vous serez payé le même prix que tout le monde, hein, d'accord, avant de avoir des gens qui les yeux qui s'allument sur l'argent, c'est la recherche. Et puis, dans l'équipe, à ce moment-là, si vous ne connaissez pas tout le monde, donc Mahamadou, bien sûr que vous connaissez, moi, que vous me voyez en Zoom, vous m'avez vu avant, François Morel, pour ceux qui ne le connaissent pas, et Éric Brémond, que certains vont avoir en TP. Et puis, on a également
On a également donc Roland Nguyen, que vous verrez à un moment ou un autre, parce que donc il nous aide pas mal. Enfin, c'est un assistant ingénieur qui travaille avec nous sur tout ce qui est support informatique. Et puis donc ici, les stagiaires que vous connaissez peut-être certaines, qui étaient avec nous il y a 2 ans de ça là-dessus. Et je pense que c'est la fin de la présentation. Je vais conserver les annotations et je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez des questions? J'ai juste une petite question. Vous Ouais. simulez à chaque fois avec de l'eau. Est-ce que c'est possible de faire une simulation avec un environnement similaire in vivo? Alors, dans le in vivo, donc c'est une très très bonne question. Dans le in vivo, il faudrait définir qu'est-ce que c'est que le in vivo. Mais dans le in vivo, effectivement, vous avez des protéines, vous avez des ions. Vous êtes généralement dans le sang, on est à 150 millimolaires de NaCl. Et vous avez d'autres composés qui peuvent interagir là-dedans. Si on regarde, après ça dépend quelle partie de la bio qu'on est, mais si on regarde sur des biomatériaux, on peut aller jusqu'à modéliser des membranes, par exemple. Donc ça, c'est pas un problème avec sur les membranes le cholestérol, avec les différents ions. Donc ça, c'est possible. Cela dit, dans le sang normal, on va dire comme ça, la probabilité de rencontrer un globule, en fait, elle est beaucoup plus faible qu'on croit. En fait, le sang, c'est quand même majoritairement de la flotte, quoi, de la flotte et des ions. Donc, les ions, en fait, on se met toujours, je ne le mets pas forcément, mais on se met très généralement dans des conditions qui sont du 150 millimolaires. Et puis voilà, quoi. Après, s'il y a pertinence de rajouter d'autres composés, on peut rajouter d'autres composés. Mais ce n'est pas forcément une limite. La limite, souvent, c'est que souvent dans les milieux biologiques, contrairement à ce qu'on croit, mais à l'échelle atomique et à l'échelle de la protéine, c'est souvent que de l'eau que vous avez autour. À D'accord. part si vous êtes évidemment en interaction avec une membrane, où effectivement, il vaut mieux modéliser la membrane dans ce cadre-là. Après, il y a moyen de faire d'autres solvants, hein. Comme c'est des molécules bio, enfin, moi je fais souvent des molécules bio, on met souvent on met de la flotte parce que c'est ce qui va avec les enzymes, c'est ce qui va avec les protéines et tout ça. Mais les mêmes méthodes de dynamique moléculaire s'appliquent si vous faites des systèmes avec comment dire, avec du dichlorométhane ou des choses comme ça. On a même fait pendant un temps des études vous vous souvenez, l'extraction liquide-liquide en chimie orga? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous avez dû faire ça à un moment ou à un autre. Vous savez, vous avez la phase organique et la phase aqueuse. Vous vous souvenez de ça dans les ampoules à décanter? On fait tchic-tchic comme ça, puis Oui. voilà. Ça, c'est complètement modélisable aussi par modélisation moléculaire. Un système biphasique, en fait, ça se voit très bien. On s'amuse des fois comme ça à mettre une molécule, à la mettre dans la phase aqueuse, de la faire descendre dans la phase organique et de la monter de la phase organique à la phase aqueuse. Alors pourquoi on fait ça? Il y a une raison, en fait, c'est pour calculer ce qu'on appelle le log de P, qui est une mesure de l'hydrophobie. En fait, ça permet d'avoir le taux de pénétration dans les membranes, donc ça se fait pour des médicaments. Et ça, c'est aussi modélisable assez facilement. Je sais qu'il y a des collègues qui font ça pour modéliser, par exemple, comment on arrive à extraire de l'europium. Vous savez, les problèmes des terres rares, on arrive. C'est pas tellement qu'elles sont rares, c'est surtout qu'on a du mal en fait à les extraire, à les séparer du reste. J'ai des collègues qui travaillent justement sur de la modélisation de comment on peut extraire ce genre de choses avec des systèmes de dynamique moléculaire et des systèmes biphasiques. Ça marche bien, quoi. Donc, ouais, l'environnement, on peut modéliser pas mal de choses en environnement. Après, si vous attaquez à trop gros, évidemment, on va avoir les limites de calcul qui vont arriver. Mais on peut faire pas mal de choses en calcul quand même. Aujourd'hui, on arrive à faire pas mal de choses. Il y a d'autres questions? Non, je sais pas. Alors,